Pardon. Eh bien voilà, donc notre grand invité est là et comme vous l'a dit Karine Labouesse, nous avons le plaisir, l'honneur, je pourrais utiliser beaucoup de vocables, en tout cas on est tous très très heureux d'accueillir Alain Afflelou. Alors Alain Afflelou, évidemment vous le connaissez tous, moi c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie d'adulte. Alain Afflelou, il est fou, les Tchitchines et j'en passe puisque vous le savez, Alain Afflelou a longtemps été l'ambassadeur de sa propre marque. Et alors, pour commencer, avant de laisser la parole à nos étudiants qui vont questionner aujourd'hui Monsieur Afflelou, et pour faire le lien avec les soft skills, donc ces compétences sociales que nous allons essayer de faire développer auprès de nos étudiants. Pour vous, entre vision, audace, communication, entrepreneuriat, leadership, quels seraient le ou les soft skills, les compétences sociales qui vous ont permis de faire ce que vous avez fait tout au long de votre vie? Je dirais bonjour tout le monde d'abord, pardon. Je dirais que je pense que ce qui a conduit ma ligne directrice, c'est pas quelque chose que j'ai recherché, mais c'était, je crois, naturel, c'est le bon sens. C'est le bon sens dans tout. Donc, j'ai découvert les métiers de la communication, j'ai découvert le métier de la gestion, et même et surtout d'être chef d'entreprise. C'est pas simple de diriger des collaborateurs. Aujourd'hui, on est très nombreux et je pense que c'était plus facile quand on était 5 qu'aujourd'hui. Mais heu, je crois que ce que j'ai en moi, c'est sans aucune fausse modestie, c'était le bon sens. Voilà. Savoir, heu, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les gens qui sont en face de vous, les les consommateurs, les clients, parce que je suis opticien, donc j'ai démarré dans ma propre boutique dans la banlieue de Bordeaux. Donc j'ai fréquenté la clientèle pendant de longues années et ça m'a forgé une expérience qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait derrière. Voilà. Donc le bon sens, la la persévérance, ne jamais jeter, ne jamais dire: «C'est fini, c'est foutu». Mais quand on entreprend, il y a plus de difficultés et de problèmes que de joie. Mais les joies sont au bout de la résolution des problèmes. Donc ça, c'est essentiel. Et et c'est comme ça qu'on réussit, je crois, à avancer. Et on n'est pas obligé de chercher la réussite. On cherche simplement à faire en sorte que les projets que nous avons, qu'on peut avoir un jour, on se donne toutes les chances d'y arriver, de les voir réussir. C'est c'est, je crois, ce qui a conduit ma vie professionnelle. En permanence, être persévérant. Y croire, mais ça tombe pas tout seul, il faut travailler. Et la première des qualités, des compétences, c'est d'aimer ce qu'on fait, de pas avoir peur de travailler. Et si on doit diriger des gens un jour, il faut donner l'exemple. Et donc, être le premier matin et le dernier à quitter les bureaux. Pas pour se faire plaisir, mais parce qu'il y a toujours du travail. Un jour, je réalisais que si je venais au bureau le samedi et le dimanche, j'aurais du boulot. Ça m'arrivait d'y aller et je me disais, mais comment, mais le téléphone sonne, mais c'est pas possible. Le dimanche. Mais les gens me disaient, j'appelle à tout hasard pour savoir si vous êtes là pour vous parler de mon problème. Et donc, c'est très gratifiant de repartir en disant, déjà, j'étais là ce matin et j'ai réussi à aider des gens à résoudre leurs problèmes. Voilà. Mais d'abord, aimer ce qu'on fait. Si vous n'aimez pas votre prochain, c'est-à-dire, si vous n'aimez pas communiquer, si vous n'aimez pas le plaisir de rencontrer des gens et d'essayer de résoudre leurs problèmes. Mon métier est un métier ce n'est pas de faire des lunettes, c'est d'aider les gens à mieux vivre leurs problèmes visuels et auditifs. Et c'est très gratifiant d'y arriver. J'imagine. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être passer aux questions que nos étudiants ont à vous poser. On va commencer par Sarah. Et bonjour monsieur Alain Afflelou. Donc on est très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Et je pense que toute personne qui voit
des gens comme vous réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, on a toujours cette question de se demander pourquoi vous, de votre côté, vous vous êtes lancé sur le marché de la lunetterie, en fait. Pourquoi je me suis lancé? C'est ça, exactement. Je sais pas quoi faire. Alors, j'ai choisi un métier qui me permettait d'être au contact du monde, d'être au contact des consommateurs. Un métier qui soit un vrai métier et pas un truc qu'on aurait pu faire par la voie professionnelle. Donc j'ai fait mes études et puis après, et pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que je sais pas quoi faire d'autre. Voilà. Sur un bouquin à l'époque, ça s'appelait le Crous. C'est un organisme qui aidait les jeunes bacheliers qui ne savaient pas quoi faire à se trouver une voie. Donc, j'habitais Bordeaux et puis dans les années 67, 68, le fantasme des provinciaux, c'était de venir à Paris. Donc pour moi, je choisissais une école qui était à Paris. Et sur le bouquin, j'ai vu des études pas trop longues. J'ai choisi, j'ai passé le concours d'entrée, j'ai été reçu et je suis venu vivre à Paris. Ok, Voilà. très bien. Ben, merci beaucoup. Vous n'avez absolument aucune vocation pour faire ce métier. Merci beaucoup. La vie réserve de belles surprises. C'est encourageant pour tous nos étudiants parce qu'on en a encore, même s'ils sont à bac+4, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est super. Ce que vous leur dites, c'est que finalement, c'est quand même en germe peut-être. Je crois que c'est bien d'hésiter, c'est bien de se chercher et c'est bien d'essayer. Et ce n'est pas parce que vous avez décidé d'être dans la communication, si ça vous plaît pas ou si ça marche pas, il faut pas hésiter à dire j'arrête. Plutôt que vous enquiquiner à dire j'ai fait ça, il faut que j'y sois. Si ça ne vous plaît pas, laissez tomber. Pas tous les matins, mais... Effectivement. Alors ma question est un peu plus technique, c'est pas vraiment... Enfin, c'est par rapport à l'actualité. Donc l'innovation étant le cœur de votre marque, comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché de l'optique, etc. De mon métier. Oui, de votre métier dans l'avenir avec les nouvelles technologies, l'IA, les lasers, etc. L'innovation, c'est le nerf de la guerre. Si vous essayez de faire ce que font les autres, en améliorant un peu, vous ne percez pas. Si vous percez, il faut faire table rase de ce qui existe. Et dire quel est le problème des gens qui voient mal dans ces situations. Et donc, essayer de dire, dans l'idéal, ça serait quoi? Et si l'idéal est atteignable, si on pense avoir des solutions, quitte à ce qu'elles soient très, très tortueuses, eh bien, il faut y aller. Puis si ça va pas, vous pourrez pas dire, je suis un abruti parce que ça marche pas. Je me suis trompé, point. Mais il faut aller au bout. Et l'innovation, elle passe par le fait que, dans le mot innover, ça veut dire mettre de côté ce qui existe. Ça peut dire le jeter, il y a des choses. Mais si on a une idée, elle a des chances de réussir si elle est nouvelle. Et plus vous aurez des gens autour de vous qui vous diront, ouais, mais attends, c'est pourri ton truc là, ça marchera jamais. Plus vous dites, c'est pas mal, ça doit être original. C'est ce que je veux proposer. Et c'est comme ça que j'ai fait toutes l'adaptation à la politique commerciale de toutes les possibilités que je trouvais. Au départ, les gens me disaient, ça coûte très cher, les lunettes, en plus on n'est pas remboursé. Donc, tout simplement, j'ai décidé de discounter les lunettes. On était en 78, ouais, c'est pas hier. Et puis j'ai lancé avec le bon sens. Je me suis dit, si je dis que les lunettes sont pas chères, les gens vont tout de suite imaginer que ça n'est pas forcément de la qualité. Donc le seul élément, et parce que j'avais travaillé en magasin, je le savais, le seul élément sur lequel les gens qui portent des lunettes, vous tous, c'est choisir la monture. D'abord, on choisit la monture. On a envie de se trouver au moins aussi bien, sinon mieux, que sans lunettes. Et après, les verres correcteurs. Donc, j'ai lancé une campagne où je vendais les montures à moitié prix, avec beaucoup de publicité. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a trouvé un beau slogan qui était « La moitié de votre monture à l'œil, chez Alain Flelou ». Je crois que cette expression est dépassée. Je sais pas si tout le monde la comprend aujourd'hui. Et quand on disait à l'époque, je l'ai eu à l'œil, je veux dire, j'ai pas payé. Voilà. Ensuite, j'ai, en termes de stratégie, réfléchi au fait que on peut pas continuer toute la vie, dire qu'on était juste moins cher. Il fallait dire pourquoi.
j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer une agence de publicité qui était venue me démarcher par hasard, pour autant qu'il y ait des hasards. Et c'était l'agence Rousse et Guézac et Goudard. Alors j'ai étudié mon dossier parce que j'étais en train de le chercher, donc il pouvait pas tomber mieux. Et ils n'étaient pas venus avec une idée, ils étaient venus bien sûr pour me vendre. Et ils étaient flatteurs. Vous avez une belle marque qui n'existait pas encore à l'époque, mais puis il y a un truc qui nous gêne quand même, c'est que votre nom il est difficile à retenir. Il n'est pas spécialement beau, ni phonétiquement, ni écrit. Donc il faut qu'on change votre nom. J'ai écouté, moi ça fait 3 ans maintenant que j'exerce avec mon nom, parce que je ne trouvais pas de nom, je ne trouvais pas de marque. Ils m'ont dit, mais nous, c'est notre métier, vous inquiétez pas, vous allez voir. Et ils sont venus me voir 15 jours après, et ils m'ont sorti une affiche, ils m'ont présenté ce Pepperoni, une affiche à laquelle j'ai reconnu que c'était moi, quand même, porté par des filles, le long pour une affiche de bus, sur un flanc de bus, et le slogan, c'était « On est fou d'Afflelou ». Alors, on prend une décharge quand on se voit comme ça. Je dis, mais moi, je l'ai jamais montré comme ça. Il me dit, mais vous allez voir, c'est normal, mais je pense que c'est la bonne solution parce que, objectivement, monsieur Afflelou, on n'a rien de plus. Vous n'avez rien de plus à vendre que ça. Votre jeunesse, votre sympathie, l'innovation. Mais autrement, les montures, tout le monde en a, des opticiens. Si on dit juste que vous êtes un bon opticien, ben, je suis pas sûr qu'on va s'appuyer. J'ai dit, oui, mais vous m'avez dit mon nom, il allait bien. Dit, oui, mais on a vu comment on pouvait essayer de tirer. Je crois que c'est une leçon à chaque fois. Je vais pas vous donner des leçons, mais quand on est mal, si on ose imaginer, inventer, proposer, je vais pas dire n'importe quoi, mais les choses les plus folles, parfois vous trouvez la bonne idée. Et donc ils m'ont dit, écoutez, votre nom est compliqué, c'est vrai, très compliqué, on change pas d'avis, mais vous avez un prénom qui passe partout. Et votre nom, c'est bien qu'il soit compliqué. Si vous appeliez Dupont, personne ne saurait retenir votre nom. Quand les gens l'auront prononcé une fois ou deux, ils pourront plus l'oublier. Et on est fou d'Afflelou parce que, justement, on voulait trouver une rime pour que les gens accrochent le mot Afflelou et qu'on le garde en tête. Puis ils ont fait un film, ils ont fait de la musique, de la radio. Et donc c'était et on est fou d'Afflelou pour rimer tout simplement avec ou d'Afflelou, on est fou. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de grammaire ou de français, je sais plus. Les mots qui finissent par ou, pour, il vous, joujou, caillou, je sais pas si ça existe toujours, genou. Et il y avait fou. On peut pas dire on est caillou d'Afflelou, mais on est fou d'Afflelou. Pourquoi? Parce que c'est un opticien qui est nouveau et qui nous amène des tas de choses à l'époque, les prix, les trucs. Donc, ils m'ont mis parce qu'ils ont dit, ça c'est l'originalité. La pub de la pub, ce sera votre présence. Et je vous cache pas que j'ai eu énormément de difficultés à l'accepter, mais le peu de personnes qui travaillaient, autour de moi m'ont dit, mais vous avez tort, c'est super. Bon, ils m'ont dit, essayez, vous verrez bien. Et donc, on a essayé et ça a été le succès. Donc, même si on est persuadé de ce qu'on veut, il y a un moment où on ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Donc j'ai accepté les idées, j'ai dit on teste. Et c'était un succès spectaculaire. Jusqu'à présent, on est fou d'Afflelou et dans la mémoire de tous les Français. Quand on s'est installé à l'étranger, les agences de pub m'ont dit mais c'est super, mais nous on peut pas traduire on est fou d'Afflelou en espagnol. Donc ils ont trouvé une formule qui voulait dire en termes d'esprit un peu la même chose. Eux pareil, et en pire, mon premier pays à l'étranger, c'était l'Espagne. Et on dit, mais c'est pas possible, Afflelou en espagnol, ça se prononce pas. Parce que le U, c'est OU. Donc ça fait Afflelou. Alors j'étais chez Publicis, c'est à Madrid, dans des locaux magnifiques, dans la grande salle du président, une immense table ronde, on était tous autour de la table. Donc il dit, il faut trouver un nom. Pour l'Espagne, ça marchera pas. Et puis je lève les yeux comme ça, comme pour regarder, et il y avait tout autour des affiches. Ils étaient très fiers de faire la campagne de Carrefour. C'est un coup, j'ai dit, mais comment vous dites Carrefour en espagnol?
Le mec m'a dit: «Bah, écoutez, effectivement, vous avez raison, Calais-Fauges» et c'est devenu Afflelou. Et maintenant, avec le temps, les gens se sont francisés et ils disent Afflelou. Donc, je me suis obstiné parce que mon idée, au départ, c'était de dire: «Si la marque marche, il faudrait qu'elle marche dans tous les pays, sinon on n'y va pas». Et aujourd'hui, on est la première enseigne en Espagne et on a fait la même pub qu'en France. On a pratiqué les mêmes prix. On a tout fait à l'identique. Et ça marche aussi bien en Espagne qu'en France, avec une publicité. Alors pour traduire, on est fou d'Afflelou. Je sais pas où ils sont allés chercher ça. Ça s'appelle. Le slogan, c'est Tiene vista este Afflelou. Pour les gens qui parlent espagnol, la vista, c'est quelqu'un qui a une bonne vista. C'est-à-dire, on a bien vu, quoi. Bien vu. C'est pas fou du tout, mais c'est malin, bien vu. Tiene vista este Afflelou. C'était pas la même chose, mais ça n'a pas duré aussi longtemps. Mais on est toujours présent en Espagne. On est la première chaîne en Espagne. Et aujourd'hui, on est présent dans 18 pays, dont la France, bien sûr. Et donc, l'innovation, c'est ça, c'est oser. On ne peut pas innover des choses qui existent déjà. Donc, il faut oser. Et comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, c'est les gens qui vous entourent qui vont vouloir vous démolir le projet en disant « Mais non ». Mais parce qu'ils n'ont pas cet esprit. Quand j'ai fait Chin Chin, j'ai osé dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire, j'ai offert une deuxième paire aux gens. On m'a dit, mais les gens vont pas le croire, je dis, c'est pas grave. Mais les produits viennent de Chine, donc vous allez être mal vus. J'ai dit, mais non, on va essayer de trouver au contraire peut-être un nom pour pas que qui que ce soit me pose la question de dire la Chine. Un nom qui soit sympa, comme on peut dire deux, voilà. Et j'ai en chinois un mot comme Chang, Cheng, Chin, 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 Chin. Et c'est pas du tout votre génération, mais moi, à 16 ans, il y avait la mode des yéyés en France, et partout. Et il y avait une chanson qui faisait fureur, qui s'appelait Chin Chin, qui était chantée par Richard Anthony. Sur le champ, j'ai dit, ça sera ça. Le lendemain, Richard Anthony était dans mon bureau, et il m'a dit, mais vous savez, moi, je chante plus parce que j'ai perdu ma voix, je sais pas quoi. Et puis, c'est pas une chanson à moi, c'est une chanson américaine qui s'appelait Cheat, Cheat, que j'ai traduit en Chin Chin. J'ai dit, écoutez, vous embêtez pas. On fait les paroles et on lance la chanson. Et la chanson originale, c'était un type qui quitte sa femme, ou sa femme qui le quitte, je sais plus, et il est content, il boit un verre et ils disent voilà. Et ça, c'était l'image de l'euphorie, de la joie, du bien-être et du bonheur. Avoir 2 lunettes, tout d'un coup, ça a changé la vie. Et donc, on a fait cette pub contre la vie de tout le monde. Mais là, tout le monde à l'unanimité. Eh bien, vous n'allez pas appeler ça Chin Chin, monsieur, soyez sérieux. Je vais écouter, si ça va pas, on arrête. On arrêtera. Mais qu'est-ce qu'on risque? On va pas pleurer toute la vie. Ceux qui m'ont fait le plus de pubs, c'est mes concurrents, qui ont dit, mais jamais ça marchera, jamais ça marchera. Nous, on réfléchit, on peut pas. 6 mois après, tout le monde faisait la même chose. Et aujourd'hui, les consommateurs demandent chez les concurrents, est-ce que vous faites Chin Chin? Ils disent oui, on fait la deuxième paire. Ouais. Mais il n'y en a qu'un original, c'est le nôtre qui est toujours là, présent. Donc, l'innovation, mademoiselle, c'est le nerf de la réussite. Ne faites pas comme tout le monde. N'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur, si vous vous lancez dans la vie d'entreprise, n'ayez pas peur d'imaginer même les choses les plus folles. Et si c'est réalisable, ben, ça peut pas vous couler, quoi. C'est pas à cause de ça. Si ça ne marchait pas. Il faut toujours, je me souviens, les cours de maths au lycée, il y a un prof qui me disait toujours, il faut faire la démonstration par l'absurde. Et si ça marche, pourquoi pas? Alors, il nous citait toujours un cheval à 3 pattes est cher et rare, donc un cheval à 3 pattes est cher. Parce que tout ce qui est rare est cher. Voilà. Et on tombait dans l'absurde. Et si ça marche, eh ben, vous pouvez y aller. Et donc, moi, ma démonstration, c'était, je crois pas que les gens ne voudront pas venir chez nous, au prétexte qu'on leur offre une deuxième paire gratuitement. Et je veux bien qu'ils aient des doutes, mais ils essaieront. Et ça a été un succès phénoménal et spectaculaire. Et 6 mois après, tout le monde faisait pareil. Ça nous a fait de la pub et ça contribuait
au succès. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, on vend toujours, on a en permanence amélioré le concept. C'est-à-dire qu'on a augmenté la gamme, on a lancé un concept qui s'appelle Magic, c'est des clips qu'on met. Et ben maintenant, même les chin-chin sont Magic. Donc on arrive à faire la pub dans la pub. Et ça marche très très fort. On vend 3 millions de paires Magic par an. Et donc autant de lunettes et de chin-chin. Voilà, donc l'innovation, n'ayez pas peur. L'idée la plus folle, s'il y a quand même une relation avec votre activité, n'ayez pas peur d'aller au bout, voire de la tester. Et n'en parlez pas à vos amis, même les meilleurs, parce que si elles n'ont pas eu l'idée, elles vont pas, je vous promets, chin-chin, les meilleures réussites de l'entreprise, on en a eu quelques-unes, ça a toujours été dénigré au départ par mes collaborateurs. Voilà. Avant, dans cette chin-chin, j'avais un franchisé qui avait dit, oui, mais on va avoir trop de boulot, monsieur Felou. Vous vous rendez compte, pour chaque client qui rentre, on aura 2 paires à faire, à l'atelier et trucs. Il y a quelqu'un qui a... pardon. Et il y a quelqu'un qui a dit que le bon Dieu t'écoute. Et voilà. Et on a coulé sous le succès. Et aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde, je dis bien au monde, où il n'y a pas un opticien qui propose la 2e paire pour un zloty masse, $1 masse. Voilà. Si on avait pu déposer l'idée, mais ça ne se dépose pas. J'aurais pu arrêter de travailler à 20 ans. Bon. Merci. C'est Fatima maintenant qui va vous poser une question. Oui, alors ma question serait celle-ci. Selon vous, quels ont été les moments les plus difficiles de votre carrière? Les moments les plus difficiles, c'est tous les moments où on doute de ce qu'on est en train d'entreprendre. Quand on lance des choses qui vont représenter un investissement assez lourd pour nous et pour les franchisés et qui nous suivent, on se dit pourvu que ça marche, quoi. Parce que qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Donc on passe des nuits blanches, on remet tout en cause, et puis après, quand on a modifié 2 ou 3 bricoles, ben on lance la chose. On a d'abord présenté à nos clients le concept. Alors, il y en a beaucoup qui adhèrent parce qu'ils ont peur de dire si ça marche, je vais avoir l'air idiot d'avoir été contre. Mais il y en a beaucoup qui sont contre en disant mais ils donnent des raisons valables, hein. Donc on doute. On doute tout le temps. Du reste, il n'y a que le doute qui nous fait avancer. Le doute et l'angoisse. Si vous dormez sur vos 2 oreilles, en étant sûr de ce que vous allez faire, vous pouvez avoir des surprises désagréables. Voilà, donc le doute dans le lancement d'un projet. Mais ça fait avancer. Ma question, ce serait, en fait, c'est une question qui viendra compléter ma collègue, de manière à ce que je voulais savoir en fait comment vous y prenez pour rester fidèle à vos valeurs, surtout quand les difficultés vous pousse parfois à revoir toute votre stratégie et surtout savoir si vous avez déjà, et je pense que j'ai un peu la réponse, transformé un échec en une opportunité. Si oui, comment? Écoutez, moi je pense qu'il faut disposer ou avoir la chance d'avoir eu une éducation donnée par nos parents solide. Les valeurs, elles viennent de là, ça se transmet de génération en génération. On aurait pu tomber dans le panneau de... Et on avait toujours eu le respect des parents, le respect de l'argent, le respect du travail et le respect du voisin. Voilà, et je pense que on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça. On le reçoit chez soi, à la maison, tous les jours. Et mes parents étaient, pour moi, ma sœur et mon frère ont été un exemple de valeurs à respecter. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai 4 enfants et ils ont tous ces valeurs. Et je leur ai pas dit, il faut travailler ou non. Ils m'ont vu faire et je crois que ça sert de leçon. Voilà, ça c'est la première leçon, c'est les valeurs, on les a en soi. Après, le reste, c'est bon. De mes échecs, c'est un peu ce que je répondais tout à l'heure. C'est si on sait rebondir, il faut pas s'écrouler au premier échec. Si vous lancez dans la vie,
dans le monde de l'entreprise, ne partez pas en étant persuadé que vous ne pouvez que réussir ou disparaître. C'est de ces échecs qu'on se nourrit sur l'avenir, si on sait retenir pourquoi on s'est trompé. Enfin, souvent, on fait 2 fois les mêmes erreurs. On dit qu'il faut pas, mais souvent, on commet les mêmes erreurs. Oui, alors moi, ma question, c'est sachant que votre stratégie, elle est plutôt axée sur l'accessibilité des lunettes, ce dont on vous remercie parce que les lunettes, c'est quand même très cher et on est beaucoup à en avoir besoin. Comment est-ce que vous conjuguez le fait d'avoir des lunettes accessibles et la nécessité d'investir dans l'innovation, notamment technologique, dans l'ère d'aujourd'hui, avec l'IA et toutes les innovations qui sont présentes dans ce domaine? Écoutez, il y a des choses qui sont dans l'air en permanence. En ce moment, on parle beaucoup des lunettes connectées. Donc, il n'est pas question d'avoir les moyens d'une entreprise comme Luxottica pour aller les concurrencer. Mais il faut essayer d'imaginer dans quel domaine on peut, nous aussi, faire des lunettes connectées qui n'existent pas. Et on est en train de sortir une lunette connectée à son téléphone, par le Bluetooth, avec des ingénieurs qui fabriquent nos lunettes. On a imaginé un système qui remplace tout simplement, vous savez, des petits écouteurs blancs. Oui, voilà. Donc, c'est une lunette, pardon, avec des branches qui sont interchangeables. Et on a voulu pousser le bouchon très loin puisqu'on le fait sur toute notre gamme de lunettes. Donc, si vous avez besoin, alors, ça n'est pas fait pour les malentendants. C'est fait pour les gens qui entendent bien, mais qui veulent entendre sans déranger qui que ce soit. Donc, si vous mettez la musique sur votre iPhone, vous l'avez dans l'oreille. Il n'y a pas dans vous, il n'y a rien. C'est par conduction RR. Ça coûte pas cher. Elles sont belles. Alors, on va pas les vendre comme des lunettes connectées, elles seront pas connectées. Ou alors c'est jouer sur le mot, ça veut dire c'est connecté par le Bluetooth à votre téléphone. On a tout ce que vous pouvez avoir sur l'iPhone et c'est fait pour les gens qui entendent bien, justement. Les malentendants, ça va pas les aider, forcément. Mais les gens qui entendent bien et qui veulent regarder la télévision le soir dans le lit sans déranger le conjoint, sans faire de bruit, sans avoir le son trop fort, c'est parfait. Et on va les lancer d'ici 3 mois et on va les vendre à un prix très abordable puisque elles seront vendues 249 €. Mais sur ces lunettes, on peut mettre le clip Magic, on peut mettre tous les verres correcteurs qu'on veut. Et puis, indépendamment de tout, c'est des lunettes, quand vous les avez, on ne sait pas que vous avez des lunettes, ça n'a rien à voir avec le petit truc blanc qui sort de l'oreille. Donc voilà, c'est un truc qui est dans l'air du temps. Tout le monde parle de ça. Essilor est en train de réussir une percée extraordinaire sur la lunette connectée. À mon avis, moi, j'y crois pas sur la durée parce que c'est quand même assez lourd. Les modèles de lunettes sont toujours les mêmes pour le moment. Et chaque fois qu'ils vont lancer un nouveau modèle, ça sera un investissement colossal. Et je ne suis pas sûr que ce soit un vrai plus pour le consommateur. Si vous avez votre téléphone, vous n'avez ni plus ni moins que ce que vous avez sur le téléphone. Après avoir l'image dans le verre, je ne sais pas dans quelle mesure les gens en ont vraiment besoin. Et je pense que c'est plus perturbateur qu'efficace. Mais c'est un gadget comme la montre. Ça a été un gros succès au départ. Ça l'est encore, mais enfin bon. Voilà, donc, ça c'est l'innovation, on est dans l'air du temps. On n'a pas de budget de développement nouveaux produits. On a, mais on peut même pas. Si on parle d'Essilor, on n'existe pas, mais on fait des choses dans les innovations de produits, dans les verres correcteurs, dans les lentilles. On a lancé une lentille il y a plus de 20 ans qu'on avait baptisée l'éphémère. Elle avait d'original qu'elle était top en termes de qualité. C'était une des meilleures sur le marché. Mais c'est pas nous qui l'avions créée. On l'a commercialisée, simplement. On l'appelle éphémère parce que, au prix où on la vendait, ça valait pas le coup de s'enquiquiner à l'entretenir, la laver, la nettoyer, la conserver. Et donc, on les proposait 1 € la paire.
Ça fait 22 ans, on les fait toujours. Et aujourd'hui, c'est la première lentille sur le marché. Et notre pub, ça va être, on relance un peu de pub là-dessus, c'est l'éphémère, tout a changé, sauf le prix. C'est toujours 1 € la paire. Voilà. Donc, on améliore parfois, parce qu'avec l'expérience, on voit et on découvre quels sont les problèmes de l'évolution du comportement des gens. Comment vous faites sur la partie coût, pour prolonger un peu sa question, comment vous faites? Ce sont les volumes qui vous permettent d'avoir ces coûts aussi bas? Pourquoi les concurrents, ils n'ont pas réussi à faire comme vous? Ils peuvent les payer comme nous, hein, mais ils veulent pas. Voilà, nous, on relie une partie de la marge. J'ai absolument rien inventé. Il y a 40 ans dans la pub, je disais, j'ai rien inventé. Je me rattrape. Je baisse les prix, mais je me rattrape sur la quantité. Mais c'est toujours pareil. Voilà. C'est une recette qui ne change pas, dans le business? Non, parce que c'est immuable. Ça ne sert à rien de baisser les prix si c'est un temps ou si ça touche à la qualité du produit. Nous garantissons nos lunettes 4 ans, quoi qu'il arrive. Donc, y compris la Chin-Chin, que nous proposons pour 1 € de plus que la première paire. Et aujourd'hui, je vous répète, tout le monde le fait et personne n'est choqué par cela. Et c'est de la qualité, vraiment de la top qualité. Elles sont pas moins bien que les lunettes qui font pas partie de la gamme Chin-Chin. J'ai connu à Flelou l'entreprise avec le slogan il est faux à Flelou plutôt que Chin-Chin. Mais Chin-Chin, j'en ai entendu parler justement. Si vous deviez aujourd'hui vous lancer dans un nouveau commerce ou un secteur en dehors de l'optique, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Et quels conseils donneriez-vous à des étudiants qui souhaitent, comme nous, entreprendre et innover dans leur domaine? Se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, ça va une personnalité d'entrepreneur. Entrepreneur n'est pas que dans le business. Entrepreneur, on entreprend sa vie. On fait des choses nouvelles, on se lance, on ose, on n'a pas peur de se déplacer. Pas parce que vous êtes à Paris, il faut trouver un boulot à Paris ou l'inverse. Donc, vous avez un tempérament ou pas d'entrepreneur. Après, il n'y a pas besoin d'être publicitaire ou créatif. Il y a des méthodes. La première, c'est de dire, il faut que je travaille. Il faut que je croie en mon idée. Et il faudra que je la fasse et que je la teste avant de proposer de la vendre à qui que ce soit. Donc, si vous avez cette envie, vous pouvez vous lancer. Après, les métiers d'aujourd'hui, ça dépend. Il y a des métiers qui touchent à la vente, et des métiers qui touchent au loisir, des métiers qui touchent, à la recherche. C'est vous qui devez chercher votre voie. Et vous la trouverez quand vous aurez regardé un peu à droite, à gauche. C'est pas grave de démarrer tard. C'est plus grave de démarrer n'importe quoi. C'est pas grave si ce que vous avez envie de faire, vous le ressentez dans vos tripes. Voilà. C'est ça l'étude de marché. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je crois en ça? Et est-ce que ça va me plaire? Sans oublier, est-ce qu'il y a un marché pour ce que je fais? Voilà. Pour moi, c'est les conseils que je peux vous donner. Est-ce que vous avez envie d'entreprendre? Est-ce que vous, si je peux me permettre, vous avez plus une âme de quelqu'un qui est suiveur que créateur? Alors, si vous avez une âme de créateur, à condition de ne pas inventer n'importe quoi, allez-y. Ne me demandez pas à moi et quelles sont les idées, mais il y a plein d'idées, il y a plein de gens qui réussissent tous les jours. Ne prenez pas les gens qui ont réussi en modèle. Prenez les qualités sur lesquelles ils se sont appuyés, ou ce qu'on peut leur reconnaître. Parfois, il m'arrivait, à chaque réunion comme ça avec des étudiants, me demander quelles sont les clés de la réussite. Mais je connais pas. En dehors du boulot, je vois pas. En dehors de travailler, je vois pas. Sinon, je ferai des livres pour dire voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Chaque réussite est un cas en soi. Mais qu'est-ce qu'il y a en commun à toutes les gens qui ont travaillé, qui se sont obstinés, qui ont été honnêtes et qui ont respecté l'environnement? L'environnement, c'est les gens qui vivent autour d'eux, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs banquiers, et qui ne pensent pas que quoi que ce soit leur est dû. Il faut se battre pour obtenir.
Pendant les 10 premières années de ma vie, mon combat était tous les mois à partir du 20 du mois. J'avais l'échéance à faire et j'étais toujours à la recherche des quelques francs à l'époque, des quelques milliers de francs qui allaient me permettre de faire mon échéance. Et quand je voyais que c'était difficile, il y avait des lunettes à livrer dans mon magasin à des gens. Je passais mon temps à les appeler pour leur dire vos lunettes sont prêtes, si vous voulez venir les chercher. Et mon objectif, c'était qu'ils rentrent me payer pour que j'aille de suite à la banque donner. Voilà. Donc, c'est cette angoisse qui vous fait avancer. Et j'ai jamais été à découvert de ma vie. C'est pas une fierté, mais je veux dire, je me battais pour, en sachant que j'ai les moyens de pas d'arriver à ne pas être à découvert. Je me suis pas laissé porter en me disant c'est pas grave, la banque paiera. Donc voilà, quels sont les métiers d'avenir, vous cherchez, vous allez les trouver. De toute façon, c'est pas écrit métier d'avenir, hein. À vous de les trouver. Merci beaucoup, monsieur Afflelou. Merci de ces belles histoires, de ces belles valeurs. Je pense qu'on a tous entendu chacun des choses qui résonnent en nous. Donc vous entendez hein, le travail, le sens de l'effort, l'obstination, la persévérance. Merci de nous avoir aussi raconté. J'avoue que moi, ça m'intéressait beaucoup de comprendre comment vous avez aussi bien manié et maîtrisé votre communication, parce que je pense que c'est très essentiel dans la réussite d'une entreprise, mais pas seulement. Donc, vous avez entendu parler au début tous du bon sens. J'aimerais bien qu'on finisse là-dessus, parce que le bon sens, ça n'est pas si facile de déterminer ce que c'est. Qu'est-ce que vous nous diriez? Le bon sens, c'est quoi finalement? C'est difficile de définir le bon sens. C'est la notion de dire qu'est-ce qui est le plus sensé, et le plus logique et le plus naturel. C'est ça le bon sens. C'est, je sais pas vous dire parce que je me suis jamais posé la question. Pour moi, le bon sens, c'est logique, c'est simple, c'est ne pas penser à l'envers et ne pas aller contre les idées, ne pas être obstiné, ne pas dire tout le monde pense ça, donc c'est ça. Le bon sens, c'est dire pourquoi est-ce que c'est pas moi qui créerai cette chose-là? C'est une nouvelle idée, mais j'ai pas peur de créer de nouvelles idées. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je peux perdre? Voilà. Et c'est ça le bon sens. C'est pas mal comme définition. Bravo, merci. On va peut-être prendre une petite photo de l'équipe. Féliciter vos collègues qui ont travaillé sur les questions pour l'interview.